Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Red Bull et autres bovins. Ça va nous emmener vers un groupe de rock, une histoire de buffles bouddhistes, de combats, de dominos et de milices d'extrême droite. Alors l'histoire de cette boisson remonte au début du XXe siècle en Thaïlande avec la naissance d'un monsieur qui s'appelle Chaleo Yuvidia, qui est né dans la province de Phichit, au centre-nord de la Thaïlande, dans une famille pauvre d'émigrés chinois qui viennent de l'île du Hainan. Ils font partie d'un grand mouvement migratoire parti du Hainan vers l'Asie du Sud-Est, aussi vers le Siam. C'est un groupe ethnique qui a donné par exemple la famille Saracen, qui a donné plusieurs personnalités politiques au Siam. Donc ce Chaleo, après avoir travaillé à la ferme avec ses parents, va émigrer à Bangkok, où on va le retrouver comme vendeur d'antibiotiques. Et puis par la suite, il va développer sa propre entreprise pharmaceutique, où il va proposer des antidouleurs, des cosmétiques, mais aussi une boisson énergisante que les consommateurs vont appeler Krating Deng, en référence à ces deux bovidés qu'on voit s'affronter sur le logo. Donc cette boisson est composée de caféine, de vitamine D et de taurine, ce qui a dû jouer dans le choix de son logo. Alors la taurine, aujourd'hui, on sait qu'elle n'a pas de pouvoir excitant ou tonifiant, mais c'est un acide aminé qu'on retrouve présent chez la plupart des animaux, dont la présence a été mise en évidence pour la première fois dans la bile de bœuf, d'où son nom de taurine. Donc c'est une boisson qui va devenir très populaire auprès des travailleurs de force, sur les chantiers, sur les docks, chez les chauffeurs, mais aussi dans le monde sportif, dans le monde de la boxe thaï, où on trouve l'image du bœuf, du taureau ou du krating depuis longtemps. Par la suite, l'histoire nous dit que lors d'un voyage d'un entrepreneur autrichien à Bangkok, il va rencontrer Chaleo, qui va lui proposer sa boisson pour gérer les effets de son jet lag, de son décalage horaire. Donc cet entrepreneur va trouver la boisson très intéressante, et il va s'associer à Chaleo pour développer une variante qu'il va pouvoir proposer en Europe. Donc pour ça, il va adapter les goûts au goût européen, notamment en réduisant le taux de sucre, mais je crois qu'il augmente aussi le taux de caféine. Et en 1987, on le retrouve à l'international sous la marque Red Bull, qu'on peut traduire en français par taureau rouge. Mais en thaï, le mot krating ne désigne pas le taureau, mais le gor. Alors le gor, c'est un gros bovidé d'Asie, qu'on appelle parfois improprement le bison indien, mais il fait partie du genre boss, comme les vaches domestiques, et pas du tout affilié au bison d'Europe ou d'Amérique. C'est le plus gros bovidé existant aujourd'hui. On le retrouve de la Malaisie ou de l'Indonésie, où il est appelé Seladang, jusqu'en Inde, où il porte le nom de gor. Donc c'est un mot d'origine sanscrite qui signifie aussi pâle, blanchâtre, lunaire, alors que cet animal est très noir. Il est très rare dans sa forme albinos. Donc il y a beaucoup de chances que ces deux mots ne soient pas connectés, mais que le mot gor provienne plutôt d'une racine sanscrite, de la racine go, qui veut dire vache, qu'on retrouve par exemple chez un cousin du sanskrit, qu'est l'anglais dans le mot cow. On trouve une variété domestique du gor qu'on appelle le gayal, qui lui vient d'un mot bengali, du goyal, qui lui aussi est connecté au sanskrit go. Donc le gor est un animal très puissant. Son image a toujours été associée à la force et au courage. Mais c'est un animal aujourd'hui menacé partout par la destruction de son habitat, mais aussi par le braconnage. Très peu d'animaux sont capables de s'attaquer à un adulte en bonne santé, à part les êtres humains. Et on a retrouvé récemment un tigre femelle qui avait été tué par un gor dans une réserve du sud de l'Inde. Et l'année dernière, en Thaïlande, dans le parc national de Khao Yai, un garde du parc a été tué lors d'une charge
d'un gore. Donc c'est un animal paisible, mais qui peut se montrer dangereux. Il y a certaines zones où on ne peut pas circuler à pied en Inde ou en Asie du Sud-Est pendant le rut des mâles. Donc dans le Krating Daeng, le gore est rouge parce que le rouge est un symbole de force et de puissance, mais on trouve une autre boisson énergisante en Thaïlande qui utilise l'image du gore, mais où là il est noir. Donc le Red Bull a eu un succès énorme au niveau international, mais au niveau local et en Asie en général, le Krating Daeng remporte un très grand succès. C'est la première boisson énergisante vendue en Thaïlande. Le gore est très populaire dans le monde de la boxe thaï. Et on avait un boxeur dans les années 30 qui s'appelait Pradeng, qu'on appelait le Wild Gore, donc le gore sauvage, c'était son surnom. Mais dans le monde de la boxe aujourd'hui, on va trouver un Indien qui s'appelle Atin Gore, et on a aussi une entraîneuse d'arts martiaux qui s'appelle Gore, Risha Gore. On va retrouver une autre boisson en Thaïlande qui utilise l'image d'un bovidé. Cette fois, c'est pas celle du gore, mais ça va être celle du buffle dans la boisson qui s'appelle Carabao. Donc là, l'histoire remonte au début des années 80, où on a 3 étudiants thaïs qui se sont rencontrés lors de leurs études aux Philippines, qui vont monter un groupe de rock qu'ils vont appeler Carabao. Carabao, c'est un groupe mythique de Thaïlande qui est connu pour ses engagements auprès des luttes sociales, plus récemment engagé dans l'écologie. Et le leader du groupe, Ed Carabao, vient de sortir une vidéo la semaine dernière qui demande au gouvernement de lever en partie les mesures sanitaires pour pouvoir relancer l'économie. Donc il dit en substance: on n'en peut plus, patron. Quand on est né comme un buffle, on doit manger de l'herbe. Mais quand on est né comme un citoyen, la vie est plus importante que votre jeu politique. Et il pose devant des armes dans une armurerie, ce qui est peut-être un appel un peu plus fort. Donc le groupe Carabao avait choisi un squelette de buffle, donc de buffle d'eau, comme logo, peut-être par rapport à sa puissance, mais aussi par rapport à sa patience. Et on va le retrouver dans une Jataka, donc une histoire du bouddhisme qui raconte une des 547 vies du Bouddha, qu'il a eu avant d'arriver sous la forme du Bouddha. Et parmi elles, on a l'histoire de ce futur Bouddha, du Bodhisattva, qui va venir sous la forme d'un buffle d'eau. C'est pour ça qu'on peut le voir ici, au Wat Pariwat, à Bangkok. Donc l'histoire nous raconte que le Bouddha est venu sous la forme de ce buffle qui aimait se prélasser dans l'eau boueuse, comme aiment le faire les buffles d'eau. Et puis il y a un singe un peu malicieux qui était là et qui va passer son temps à le harceler, qui va lui mettre des bâtons dans les oreilles, qui va faire de la balançoire sur ses cornes, qui va l'empêcher de manger, qui va lui mettre des obstacles sur sa route. Bref, tout un tas de misères pour essayer de tester ce buffle qui va rester impassible. Et puis un jour, il y a un esprit qui s'appelle un yaksha qui va venir et qui demande au buffle: mais avec ta puissance, tu pourrais facilement le mettre par terre, le transpercer de tes cornes, le piétiner de tes pieds, et il arrêterait de t'embêter. Là, le buffle va lui répondre que le singe est un petit être instable et impulsif, et que ça n'apporterait rien de bon à son karma du buffle de lui faire du mal. Il dit que faire du mal à un autre pour son propre confort n'apporte rien à la recherche de la vérité. Donc là, on voit bien que c'est les notions de tempérance, de patience et de compassion du futur Bouddha qui sont mis en avant. Et le buffle donc va jouer ce rôle d'animal impassible et patient. Et à contrario, le singe va jouer le rôle de l'être impulsif, impétueux et agaçant. Les membres du groupe Carabao qui s'étaient rencontrés aux Philippines ont choisi comme nom de scène un mot philippin, un mot tagalog, kalaba, donc qui désigne le buffle d'eau. Donc c'est un mot d'origine austro-asiatique
Donc c'est une grande famille de langues qui va donner par exemple les langues Mon et les langues Khmer. Et il y a beaucoup de chances que le thaï ait emprunté le mot crabe au Khmer. Parce qu'en thaï, le mot pour dire buffle d'eau est plutôt kwai, mais on trouve aussi cette variante crabe, donc qui est un mot voisin de carabao. Mais le mot kwai a une charge un peu négative parfois. Il peut être utilisé comme une insulte assez grave. Hein. Dire à quelqu'un qu'il est kwai, c'est lui dire qu'il est bête en gros. C'est une insulte qui rentre en concurrence avec celle dont j'avais parlé dans la vidéo sur le varan. Et c'est peut-être pour atténuer cette charge trop négative qu'on peut utiliser le mot crabe, qui lui a une charge poétique, un peu comme le mot lune dont j'avais parlé dans la vidéo sur les hymnes. La valeur positive du mot crabe explique peut-être pourquoi Rama I a changé le nom d'un temple qu'on trouve à Bangkok, qui s'appelait le Kok Kwai, en le transformant en Kok Crabe, avant que Rama III ne change totalement le temple en lui redonnant une autre forme, une forme de bateau, dans un temple qu'on appelle aujourd'hui le Wat Yanawa, qu'on trouve au bord du fleuve Chao Phraya à Bangkok. Donc un peu partout en Asie, le buffle d'eau va avoir une charge symbolique très forte. On le retrouve par exemple dans un grand groupe ethnique de Sumatra en Indonésie, chez les Minangkabau. Donc, leur nom Minangkabau veut dire les vainqueurs du buffle. La légende nous dit qu'avec face à des envahisseurs javanais beaucoup plus puissants, le roi des Minangkabau avait proposé un combat de buffle plutôt qu'une guerre, et par ruse, leur buffle a réussi à vaincre le buffle qui était beaucoup plus costaud des adversaires. Vous savez, c'est ces gens qui construisent des grandes maisons avec des bords relevés en forme de cornes de buffle. En Inde, notamment en Inde du Sud, le buffle est aussi la monture d'un esprit démoniaque, d'un petit enfant qui peut jouer des sales tours. Pendant une de mes enquêtes en Inde, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux différentes étapes de la confection d'un mandala, qu'en Inde du Sud, dans le Kerala, on appelle un kalam, qui va être un dessin de poudre colorée au sol, accompagné de musique, qui va être chargé d'énergie et qui va être détruit par un officiant, un Velichapato, qui va rentrer en transe, qui va être possédé par cet esprit et qui va délivrer des oracles. Aux Philippines, le buffle est associé à Isidore le laboureur, le saint patron des fermiers, un saint catholique espagnol qu'on fête les 14 et 15 mai dans la ville philippine de Pulilon, où on entraîne les buffles à s'agenouiller devant l'église de Saint-Isidore. Donc le buffle reste associé à une image de force, de patience à travers les jataka, mais en Thaïlande, on va le retrouver participer à différentes fêtes dans une course de buffle qu'on a à Chonburi ou des combats de buffle qu'on a encore à Koh Samui par exemple. Donc le leader du groupe Carabao va se servir de cette double image de la force et de la puissance du buffle d'eau pour lancer sa boisson Carabao Deng, qui va lancer en 2002 et qui va venir concurrencer le Krating Deng. Aujourd'hui, c'est la deuxième boisson énergisante la plus vendue en Thaïlande. Donc on retrouve toujours cette couleur rouge qui va être associée à la force et au courage. Un jour, je ferai une vidéo sur la symbolique du rouge en Thaïlande, puisqu'on va avoir des influences indiennes, chinoises, mais aussi locales et ensuite internationales. Donc voilà, on a une utilisation polysémique, on va dire, de la couleur rouge. Donc le Krating Deng comme le Carabao Deng font appel à cet animal rouge. Mais le Krating, et notamment le Krating Deng, donc le gore rouge, ne va pas servir qu'à des fins commerciales en Thaïlande, mais aussi à des fins politiques.
Durant les heures noires de la décennie 70 en Thaïlande, on va avoir la constitution d'une milice d'extrême droite qui va prendre aussi ce nom de Krating Daeng sans qu'on puisse mettre en évidence un lien entre la boisson et ce mouvement politique. Donc ce mouvement prend pied dans une Asie qui est fortement clivée entre le camp communiste et le camp occidental. Et une grosse crainte des États-Unis était de voir les pays d'Asie du Sud-Est basculer dans le camp communiste. C'est pour ça qu'en 1954, le président Eisenhower va parler de la théorie des dominos. Alors l'image est simple, la théorie des dominos, c'est que si un pays bascule dans le communisme, il risque d'entraîner les pays voisins. Et c'est pour ça qu'il faut enlever un domino. Et la Thaïlande va être un des pays qui va jouer ce rôle de fusible. Alors, la théorie des dominos a été remise à jour pendant les différentes guerres que les USA ont menées au Moyen-Orient et encore plus récemment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine. Après avoir soutenu les régimes anticommunistes de Suharto en Indonésie et en Malaisie, les États-Unis vont investir dans le support aux groupes anticommunistes en Thaïlande. On avait déjà des groupes qui étaient constitués pour pouvoir lutter contre les incursions et les rébellions qu'il y avait dans la jungle thaïlandaise, mais aussi aux frontières au nord et au sud de la Thaïlande. Et il y a eu énormément de conflits pour endiguer les attaques qui pouvaient venir des insurgés communistes. Ainsi, le Communist Suppression Operation Command va être créé en 1965 avec l'aide des États-Unis et sous le gouvernement du dictateur Tan Nom, et ils vont créer plusieurs milices anticommunistes, des milices paramilitaires qui vont être armées, parmi lesquelles on va trouver les Village Scouts, le Nawapon et aussi le Krating Daeng, donc on va appeler les Red Gore. Donc les Red Gore vont être composés d'étudiants, d'anciens vétérans du Vietnam, du Laos, de mercenaires et de pas mal de crapules. Ils sont rémunérés avec de l'argent public et on va les retrouver impliqués dans différentes attaques à des groupes communistes au sud de la Thaïlande où ça va pouvoir faire parfois plusieurs milliers de morts, mais c'est eux qu'on va retrouver aussi pendant le massacre d'octobre 1976. Alors l'histoire se passe à l'université Thammasat, à côté du musée national de Bangkok, où s'étaient réfugiés plusieurs milliers d'étudiants qui manifestaient contre le retour de ce dictateur Tan Nom. Et le 6 octobre au matin, la police intervient et laisse rentrer les groupes paramilitaires, dont les Red Gore, qui sont fortement armés et qui vont massacrer 45 personnes officiellement, mais les chiffres officieux parlent plutôt d'une centaine de morts, et qui va faire des centaines de blessés, d'actes de torture, de viols. Ça va être un gros traumatisme pour la Thaïlande et notamment dans le monde étudiant qui continue de commémorer cette journée assez régulièrement. On peut le retrouver dans le campus de l'université Thammasat. Alors j'ai pas pu trouver de logo ou de drapeau des Red Gore, donc de ces Krating Daeng, mais ici la couleur rouge qui est utilisée avec l'image de ce Krating ne fait pas que référence à la force, mais aussi au nationalisme à travers la couleur de l'ancien drapeau du Siam, où on voit un éléphant blanc sur un fond rouge. Donc voilà, on voit que l'image de ces deux bovidés, du gore et du buffle d'eau, vont être utilisées de façon très différente à travers ces boissons énergétiques, à travers toute la symbolique spirituelle qu'on peut avoir en Asie pour le buffle d'eau, et puis ce volet politique à travers ces Red Gore de triste mémoire en Thaïlande. Voilà. Je voulais vous dire aussi que j'ai ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle Décryptage des cultures asiatiques. Je vous invite à venir y participer pour pouvoir débattre sur les sujets que je traite, mais aussi un espace où vous pouvez faire vos propres posts et lancer des sujets qui vous intéressent. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.